Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le mois d'octobre qui débute dans la confusion qu'on connaissait déjà au cours du mois de septembre, qui a été un mois très rouge, notamment pour les indices actions. Toujours beaucoup de volatilité, à commencer par les marchés obligataires et les marchés de devises, et puis les marchés actions également, qui donnent l'idée effectivement de la confusion aujourd'hui, puisqu'on a ouvert fortement dans le rouge ce matin, en Europe notamment, et puis au fur et à mesure de la journée, les vendeurs étant peut-être un peu moins agressifs sur ces niveaux atteints sur les marchés actions, on a vu les indices remonter. Dans le sillage de l'ouverture des marchés américains, on aura même sans doute une clôture positive pour les actions européennes ce soir en cette première séance du mois d'octobre. La normalisation monétaire, elle, devient de plus en plus compliquée. On en parle depuis plusieurs jours désormais, mais c'est vrai qu'on rentre peut-être dans une étape où la normalisation monétaire des banques centrales, qui va continuer, quand on regarde en tout cas les derniers chiffres d'inflation, va générer de plus en plus d'effets de bord. On l'a vu avec le yen et l'intervention des autorités japonaises. On l'a vu bien sûr de manière très spectaculaire avec la Banque d'Angleterre et la quasi-crise cardiaque du marché de la dette obligataire britannique la semaine dernière. On peut penser bien sûr aux interrogations qui sont soulevées sur le marché de l'immobilier, les marchés immobiliers systémiques, et puis bien sûr les suspects habituels qui refont surface dans ce genre de phase de marché de risque pour la stabilité financière. L'attention des investisseurs aujourd'hui au sein du secteur financier se porte sur la banque suisse Crédit Suisse. Comment est-ce que la normalisation des banques centrales va pouvoir continuer dans ce contexte? Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, vous le savez désormais, nous avons rendez-vous avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour le quart d'heure américain. Nous reviendrons bien sûr sur les enjeux en matière de politique monétaire du côté de la Réserve fédérale américaine, et puis la perspective des publications de résultats du deuxième trimestre qui sont attendues dans une semaine pour les grandes entreprises américaines. Pierre-Yves Dugas donc sera avec nous en visioconférence à 17h45 ce soir en direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Il semble que les indices actions européens, notamment, aient envie de commencer ce mois d'octobre dans le vert. On a vu un retournement au cours de cette séance avec une clôture qui sera positive ce soir. Et l'indice parisien réduit ses pertes sous l'effet du sursaut de Wall Street. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend, celui du Bund allemand de même échéance diminue. Il n'en demeure pas moins que l'ambiance reste tendue, situation notamment nourrie par les doutes quant à la santé financière de Crédit Suisse dont le titre chute. D'après le Financial Times, les responsables de la banque ont tâché ce week-end de rassurer les principaux clients et actionnaires quant à sa solidité financière. La semaine dernière, le coût de la couverture pour risque de défaut a bondi d'environ 15% pour atteindre des niveaux inédits depuis 2009. Et puis, à noter que le Bovespa de la bourse de Sao Paulo a ouvert en nette hausse sous l'effet de l'avance moins fulgurante que prévue de Lula à la présidentielle brésilienne. Il devra désormais composer avec les partis centristes pour l'emporter face à Jair Bolsonaro. Et puis les investisseurs évaluent le ralentissement, voire la contraction de l'activité manufacturière en zone euro pour le mois de septembre. L'indice PMI final s'établit à 48,4 en septembre, soit au plus bas depuis 27 mois, contre 48,5 en première estimation et 49,6 en août. Et puis publié à 16h, l'activité manufacturière a quasiment stagné en septembre aux États-Unis. L'indice ISM a reculé d'1,9 point à 50,9 contre 52 estimé
par le marché. Sur les marchés de matières premières, Alix, on assiste aujourd'hui à un net rebond du baril de pétrole, du Brent ou encore du WTI. Cela fait suite à des informations de presse selon lesquelles les délégués de l'OPEP+ discuteront mercredi d'une réduction de plus d'1 million de barils par jour de leur production. Il s'agirait de la plus forte depuis 2020. À Paris, Total Energy et Vallourec sont en nette progression. Le stock 600 du pétrole-gaz signe la plus forte hausse sectorielle. Et puis Engie progresse aussi. On rappelle également que sur le marché des changes, la livre sterling remontait ce matin après l'annonce par le ministre des Finances Kwasi Kwarteng de la renonciation par le gouvernement britannique à la suppression de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Et puis, on notera également aux États-Unis la forte baisse du titre Tesla actuellement. Oui, c'est le trimestriel montre le retour d'une progression des livraisons comparée au précédent, qui, pour rappel, avait été marqué par la fermeture de son usine chinoise pendant plusieurs semaines. Le constructeur a livré plus de 343 000 véhicules, soit la fourchette basse des estimations. La production du groupe américain augmente aussi, mais insuffisamment du fait des difficultés de transport. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne Gorgeon est avec nous ce soir, responsable de l'activité obligataire de Sansot IS. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Xavier Patrolin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président d'Albatros Capital et avec nous également en plateau Sébastien Paris-Sorvitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. En quelques jours, je résume un peu la situation globale. On a vu le ministère des Finances japonais intervenir à hauteur de 20 milliards de dollars sur le yen, du jamais vu depuis 1998. La Banque d'Angleterre, bien sûr, de manière spectaculaire, qui a mis sur pied en urgence un programme d'achat d'obligations britanniques jusqu'à 65 milliards de pounds pour une durée limitée de 15 jours. Après une quasi-crise cardiaque, quand même, du marché des guilds britanniques la semaine dernière. La Banque centrale chinoise, alors avec une monnaie sous contrôle strict, mais qui, on le comprend, intervient de plus en plus strictement, là aussi, pour piloter la dévaluation de sa monnaie à 15 jours de l'ouverture du Congrès. Puis je rappelle quand même, avant tous ces phénomènes, la BCE, au mois de juillet, qui elle aussi se préparait à faire face à des risques systémiques en mettant sur pied un outil anti-fragmentation, le TPI, c'est l'acronyme qui avait été retenu à l'époque, pour faire face notamment aux risques italiens et aux risques générés par le risque italien, etc. Et je passe les questions qu'on peut avoir sur les marchés immobiliers systémiques aujourd'hui, au Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple, ainsi que le retour des usual suspects dans le secteur financier, l'exemple de cette crise étant Crédit Suisse. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que la normalisation monétaire des banques centrales, Fed en tête, va se poursuivre, parce qu'elle va se poursuivre, Sébastien, dans un contexte où il va falloir de plus en plus être attentif à la montée des risques systémiques et des risques sur la stabilité financière? C'est vrai qu'il y a beaucoup de développement, on a du mal à suivre, on a l'impression que tout s'effondre. Je pense que si on essaye d'avoir au dessiné de façon générale, qu'est-ce qui se passe? La première chose, et je pense que tout le monde ne l'a pas retenu, les banques centrales, ce ne sont plus nos amis. Aujourd'hui, les banques centrales ont décidé de lutter contre un monstre qui est apparu récemment. Monstre parce que personne ne le connaissait. Donc, quand on est surpris, on pense que c'est un animal vraiment très méchant. C'est celui de l'inflation. Et donc, les banques centrales veulent lutter contre l'inflation. Et pour cela, elles sont en train de resserrer la politique monétaire et retirer. Pour ce qui est de la Fed, vous le disiez, Grégoire, en Europe, l'Angleterre a commencé, mais il n'a pas réussi à aller très loin pour l'instant, en tous les cas, à retirer des liquidités. Et donc, on va s'apercevoir, et c'est normal, qu'un certain nombre de baigneurs dans cette grande mer de liquidités, alors que la marée se retire, ils étaient un peu nus, ils ne peuvent pas nager comme les autres, en tous les cas, pas à découvert. Et donc, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Et la question est la plus importante. Est-ce que ces problèmes peuvent être systémiques? Alors, certains peuvent le devenir. Et ce qui s'est passé en Angleterre,
pouvait devenir systémique. Pourquoi ? Parce que c'est ces mouvements qui enclenchent des nouveaux mouvements. Donc là, c'était les fonds de pension qui s'edgeaient avec des produits dérivés, dérivés qui étaient supposés, donc qui servaient, et on comprend très bien, pour des fonds de pension à duration très longue, avec un historique très long pour protéger justement les pensions qu'ils devaient verser. Et il se trouve que avec la forte hausse des taux d'intérêt, il y a eu des appels de marge. Ils avaient des problèmes, pour le dire vite, et ils ont dû. Le marché anglais a failli mourir d'une crise cardiaque, comme vous le disiez, et la Banque centrale a dû intervenir pour injecter des liquidités, et elle a fait le contraire de ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire au lieu de retirer de la liquidité, elle l'en a remis. En tous les cas, elle va le faire pendant 2 semaines. Elle s'est donné 95 milliards, je crois, que c'est le montant total, ou 65 milliards, pardon, et avec 5 milliards, oui, parce que c'est 5 milliards par jour, maximum. Ouais. Pour essayer de contrer cette crise. Alors, les fonds de pension sont en train de, j'imagine, nettoyer leur situation financière. Alors, à quelle vitesse on peut le faire ? Parce qu'il faut quand même se protéger contre ces risques de duration. Ça a calmé le marché. Il n'empêche que dès la fin du mois, la Banque centrale va reprendre ces liquidités, ont retiré de nouvelles liquidités. Bref, c'est ça le dessin. C'est le premier. Les banques centrales sont là pour une certaine période. Nous, on la voit au moins jusqu'au début 2023 en train de resserrer les principales pour lutter contre l'inflation. On reviendra peut-être dessus. Pourquoi l'inflation perdure ? En tous les cas, c'est ça le dessin de la difficulté de sortir de ce monde dans lequel nous étions d'excès de liquidité avec des relances budgétaires très fortes qui nous ont créé cette surchauffe et qui créeront sûrement des risques peut-être systémiques, en tous les cas des risques ici et là, ponctuels. Mais pour le point clé pour les 6 prochains mois au moins, Sébastien, c'est que ce qu'on a observé là sur un temps assez court quand même, en quelques jours, n'est pas de nature à dévier les banques centrales Fed en tête de leur objectif de lutte contre l'inflation. On veut revoir l'inflation en niveau à 2%. Ça va craquer, on sera là s'il faut, mais on ne perdra pas de vue ce cap. En tous les cas, on va le tester parce que c'est un cycle très particulier. S'il y a, comme on l'a vu en Angleterre, si aux États-Unis quelque chose craque, la Banque centrale, comme on l'a vu dans toutes les crises, va intervenir pour éviter que ça arrive, parce qu'on sait qu'une crise financière a ce risque déflationniste en elle. Et donc, évidemment, on en sort et on ne va pas revenir dessus. Il n'empêche qu'à ce stade, on ne le voit pas. Aux États-Unis, la situation financière est plus solide qu'en Europe. Vous le disiez, mais ça fait partie du plan. Le secteur immobilier doit craquer. Il est en train de craquer. Donc, pour l'instant, aux États-Unis, ça va bien. En Europe, on a un problème à nouveau avec les banques. Le marché se méfie des banques. Étienne, il suit ça peut-être mieux que moi, mais on ne comprend pas trop quel est le problème, mais il y en a sûrement un. Et Crédit Suisse, évidemment, c'est une histoire particulière. Mais en tous les cas, oui, Grégoire, les banques centrales vont continuer. La limite, c'est vrai, effectivement, la crise financière ou le risque de crise financière, nous, on ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est un risque. Il va falloir, Étienne... Est-ce que les banques centrales peuvent poursuivre tous ces objectifs en même temps ? C'est la question que ça pose. C'est-à-dire 2% d'inflation en niveau, c'est ce qu'on veut voir. Les hausses de taux sont inconditionnelles. C'est encore répété par les officiels de la Fed notamment et de la Banque centrale européenne. Et en même temps, il faut avoir, un œil sur tout ce qui se passe autour et peut-être des mains très réactives également pour tuer dans l'œuf toute spirale très négative qui amènerait peut-être des effets encore pires que le resserrement monétaire en tant que tel qu'on le vit aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup votre question, Grégoire, et je la reformulerai légèrement. Je dirais comment les banques centrales, j'adore, comment les banques centrales gèrent une normalisation sur laquelle elles se sont engagées, parce qu'on ne va pas revenir sur le sujet, mais inconditionnel, ça crée trop de problèmes sociaux, etc. On y revient s'il faut, mais non, vous êtes d'accord dans l'idée que pour l'instant, c'est inconditionnel. En tout cas, c'est inconditionnel. Et comment on gère ça quand on a autant de dettes ? Pour moi, la question qui est en train d'émerger et ce que le marché est en train de s'approprier, c'est le problème qu'on a un problème dans les pays développés de soutenabilité de la dette. Je vais faire un petit rappel rapide. Dans les années 70, on avait entre 60 et 80 points de dette de moins
que maintenant. Donc on avait beaucoup d'inflation, mais beaucoup moins de dettes. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait énormément de dettes, mais beaucoup moins d'inflation. Donc là, on gère une problématique pas nouvelle, mais assez singulière quand même, c'est qu'on doit gérer un montant, on doit gérer des taux qui remontent et qui doivent remonter dans un environnement où la soutenabilité de la dette va se poser. La Banque centrale européenne a préempté, et là on commence à voir ce que j'appellerais moi le côté pompier. Côté pompier, avant de revenir sur ce que font les banques centrales et le côté pompier, je vais exhumer un terme qu'on a tous connu autour de cette table qui s'appelle « the bond vigilance », inventé dans les années 80. Et ce terme veut simplement dire que quand un émetteur, un créditeur va un peu trop loin, il y a un moment, le marché reprend la main et lui explique que ça ne marche plus. C'est ce qui s'est passé en Angleterre dans les années 90, c'est ce qui se passe en Angleterre là récemment. C'est que visiblement, à 5 points de déficit budgétaire, ça passait, à 8, ça ne passait plus. Et j'aime pas trop la traduction littérale du bond vigilance, parce que c'est un côté un peu Marvel justicier, mais j'aime bien le côté un peu gardien du temple de l'obligataire, et je pense que ça va être le sujet. C'est-à-dire que dans un environnement où vous avez autant de dettes, autant de besoins de refinancement, l'Allemagne, on va faire du 5-6 points de PIB de dette. La France, on a beaucoup de dépenses à faire, transition énergétique, enfin je ne vais pas revenir sur tous les plans, l'Angleterre, etc. Donc il va y avoir une concurrence à aller chercher de l'argent dans un environnement où l'obligataire reprend la main et dit mais là je veux bien y aller mais là j'irai pas. Et pour moi elle est là la problématique, c'est les banques centrales vont se retrouver donc à devoir continuer à augmenter les taux, encore une fois, parce qu'en plus l'inflation, elles s'y sont prises tellement tard qu'il n'est pas du tout impossible que ça soit une situation de long terme. Enfin moi, c'est ce qu'on pense chez Senso. Ben oui. On pense que ça va être une situation de long terme. Donc on va se retrouver avec des taux élevés pour une période prolongée et cette soutenabilité de la dette qui va tourner. Et donc effectivement le côté pompier, je reviens à mon pompier avec le TPI en Europe, comme vous l'avez dit justement, et puis la Banque d'Angleterre, et puis la PBOC en Chine, etc., qui éteignent des petits incendies. Le problème, enfin, ce à quoi on s'attend, nous, c'est que on va avoir, ça va être la norme. En fait, ça ne va pas être l'exception, ça va être la norme. C'est qu'il y aura des petits feux ou des feux plus ou moins gros au passage à devoir éteindre et que les banques centrales vont devoir d'un côté augmenter les taux et de l'autre essayer d'éteindre ces feux avec des rachats d'actifs plus ou moins stérilisés, voire pas stérilisés du tout au passage. Il ne faudra pas que ça brouille la stratégie non plus. Hein. Le cas de l'Angleterre est intéressant parce que c'est ce que disait Sébastien. La BOE fait tout pour, ne pas laisser entendre qu'elle relance la planche à billets, le QI. Bah oui. Il faut bien que ça reste, comme vous dites, une intervention d'urgence d'un pompier qui est capable d'aller éteindre un incendie au moment où il se déclenche. 10% d'inflation. Et que le cap derrière, ça reste quand même les 10% et plus d'inflation. Et je pense que la Banque Centrale Européenne l'a bien géré. Oui. On peut dire qu'elle est probablement en retard sur sa normalisation de politique monétaire, mais en tout cas, le fait d'avoir d'abord géré ce risque de fragmentation... On a une petite expérience en la matière qui l'a aidé. Il y a une petite réminiscence de 2011. Je trouve qu'elle l'a pas trop mal géré, ce qui fait qu'elle est relativement prête. Et la Banque d'Angleterre, on s'aperçoit qu'elle n'était pas du tout prête. J'entends deux choses là dans ce que vous dites qui semblent très intéressantes. C'est que... Il y a cette confrontation entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Les États peinent à imaginer un monde sans fiscale dominance, sans que eux puissent dominer les banques centrales sur ce qu'elles font. L'exemple britannique nous le rappelle. Et les bond vigilance, c'est pas juste pour le Royaume-Uni. Non, c'est pour tout le monde. Et j'ai peur que ça fasse... Enfin, parce que là, l'exemple de l'Allemagne est assez parlant. C'est-à-dire qu'ils mettent à peu près le même nombre de points de PIB sur la table que ce que fait le Royaume-Uni, avec leurs 200 milliards, allez, on va dire c'est 5 points de PIB, c'est ce que prévoit à peu près le package britannique. On tourne à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Le marché a dit au Royaume-Uni, non, ça passe pas. Pour l'instant, le marché dit à l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne, ok. Balance courante équilibrée, beaucoup moins de déséquilibre, donc ça passe pour l'Allemagne. Un des sujets que je pense va dominer les marchés, c'est, j'aime pas cette expression, mais je pense qu'elle est assez parlante. Je pense que les banques centrales ont fait une partie du job, elles vont probablement continuer, mais derrière, c'est ce gardien du temple obligataire qui fera la suite. Et j'ai peur que ce gardien du temple, si l'histoire est un bon guide, il aille chercher tous les canards boiteux, il aille chercher tous les mauvais élèves, et que ça va être un peu une thématique forte de marché. Xavier, votre analyse de
situation. Encore une fois, la question étant comment est-ce que la normalisation va se poursuivre, parce qu'elle va se poursuivre avec l'augmentation de ces risques systémiques. Moi, j'ai tendance à penser que la normalisation, aujourd'hui, est devenue quasi impossible. C'est ce qu'on est en train de découvrir. C'est-à-dire qu'au fond, les banques centrales ont fait abstraction, consciemment ou inconsciemment, des 10 ou 12 dernières années de situations pré-déflationnistes où elles ont injecté beaucoup de liquidités. La conséquence, c'est la déformation bilancielle que ça a chez tous les agents économiques, de la personne privée jusqu'aux États. Et s'y être pris beaucoup trop tardivement sur le combat contre l'inflation induit une déstabilisation. Et au fond, il y a un élément supplémentaire par rapport au risque inflationniste, c'est la stabilité financière. La stabilité financière, c'est au-dessus même de l'inflation. C'est le mandat suprême. Voilà, c'est ça. Et donc je pense qu'on est en train de découvrir, ça va prendre un certain temps, je ne connais pas le cheminement que ça va prendre, mais la stabilité financière va devenir prioritaire par rapport à l'inflation. Pourquoi ? Parce que la stabilité financière, ça détruit les sociétés complètement. L'inflation... ça bouscule. Ça bouscule. Mais ça détruit. Hein, ça détruit, sans parler de la crise des années 30. Et donc je pense que c'est ce qu'on est en train de découvrir. Elles sont trop tard et trop violemment. Et en plus, l'accélération qu'on a connue là, au moment de Jackson Hole, avec le discours qui était totalement... ubuesque. Il n'y a que la Fédérale Réserve pour s'autoriser ça, c'est-à-dire un discours qui est de dire le marché s'est trompé et c'est des hausses inconditionnelles. C'est vraiment du délire. Enfin, pour moi, c'est pas le. C'est la règle. C'est le retour de la règle, Xavier. Ah oui, mais la règle devait prévaloir bien avant. La fédérale. Je veux dire, quand c'est la même équipe de gouverneurs qui s'est fourvoyée au moment du changement de l'exécutif américain, qui a conservé sa politique monétaire stable alors que les déficits budgétaires, la stimulation budgétaire allait crescendo, c'est là que l'erreur est commise. C'est là que l'erreur est commise. 6 mois, partir 6 mois avant, parce que la question, c'est l'été 2021. Oui, c'est ça, c'est même un an. Oui, mais le gradualisme dans 6-9 mois. Le gradualisme dans une espèce de pyramide. Ça pouvait changer bien sûr. Enfin, les choses. Ça aurait pu. Utilisons le conditionnel, ça aurait pu changer les choses. Donc la stabilité financière est en jeu. Derrière la stabilité financière, la stabilité économique. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière sur la courbe des taux anglaise n'est pas tout à fait anodine. C'est la 6e économie. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les anticipations se soient exprimées, d'ailleurs. Les anticipations ne se sont pas complètement exprimées. Qu'est-ce que ça va venir. Parce que ce qui s'est exprimé sur la courbe des taux il y a une dizaine de jours, c'est des problèmes de liquidité. C'est la liquidité qui a complètement déformé. Alors tu me diras, il y a une crise de collatéral. Il y avait un problème de collatéral, effectivement. Les contreparties ne se sont pas mis en face parce que la présentation budgétaire était là aussi ubuesque, ridicule peut-être. Mais les anticipations, ça va venir après. Ah, bien sûr. Ce qu'a fait le FMI, l'alerte du FMI, 48 heures 3 jours. 3 jours. Ça a pris 3 jours. 3 jours. T'imagines 3 jours. Donc ça donne ce qui est en train de se passer. Alors ça interroge tout le monde, parce qu'il ne faut pas crier haro sur les banques centrales. Ça interroge aussi les dirigeants, les ministres de l'économie et des finances, qui, à mon avis, n'ont pas encore compris, ou nous n'avons pas encore compris, que nous sommes dans une hypercrise. Une hypercrise, c'est un terme un peu journalistique, c'est un enchevêtrement de crismes, de rupture, c'est-à-dire de changement de régime. Et on change de régime sur tous les aspects. On change de régime sur les taux d'intérêt. On ne change pas que de roi, de souveraineté en Angleterre. On change tout. De Premier ministre, on change de régime de taux, on change de régime énergétique, on change de régime politique, géopolitique. Un conflit inter-étatique sur le continent européen depuis 70 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et donc tout ça s'empile. Et donc dans cet empilement de facteurs, on comprend bien que la démarche que doivent avoir les banques centrales, y compris la Fédérale Réserve, doit être une démarche progressive, qui essaye de constituer une espèce de socle, d'encre, pour que les anticipations au moins soient stables. Et là, on rajoute une crise fonds monétaire. Donc, on rajoute une crise monétaire parce qu'il y a une défiance qui est en train de se poser et sur la Fédérale Réserve
et qui est en train de se poser en Europe, la BCE n'est pas du tout à l'abri. On voit bien qu'il y a des tensions qui sont en train d'apparaître, des tensions même explicitées, entre la partie, moi ce que j'appelle communément la zone marque et la zone non marque. Et ces éléments-là sont factuellement des éléments d'instabilité. Et concrètement, vous dites quoi? Ces facteurs globaux devraient normalement amener les banques centrales à revenir à quelque chose de beaucoup plus graduel, parce qu'une autre interprétation qu'on a pu faire d'ailleurs vendredi dans l'émission, c'est de dire, en reprenant l'exemple de la crise britannique, ce qui se passe, c'est que quelques jours avant le mini-budget, la Banque d'Angleterre monte ses taux de seulement 50 points de base. Et on a même, au sein du MPC, quelqu'un qui aurait préféré que ce soit 25 points de base. Et cette main tremblante a pu aussi inquiéter d'une certaine manière les investisseurs et les banques vigilantes qui se sont dit « Ouh là là, la Banque d'Angleterre va pas faire son job ». Au-delà du catastrophique mini-budget, de la crise politique, de la crise de confiance politique, il y a l'acteur en dernier ressort là dont la main tremble. Et ça effraie. Et la lecture de ça, c'est de dire, il faut surtout pas que les banques centrales tremblent en ce moment, et il faut continuer à avancer sur le chemin des hausses de taux. Peut-être, mais pour moi, je fais une comparaison que je la fais régulièrement. C'est le feu dans la pinède. Le feu dans la pinède, si tu le détectes dans les premières minutes, tu fais intervenir le seau d'eau ou la caserne de pompiers du village à côté. Et t'évites les Canadair. T'évites la noria de Canadair. Là, les banques centrales sont beaucoup trop en retard. Donc, vouloir saturer le feu, faire l'effet blast, ça ne marche plus. Non. Il faut laisser le feu couver. Et il faut laisser le feu couver pour une deuxième raison, et pour les Européens qui va être essentielle. Et là, les politiques vont se rappeler à l'ordre. Les politiques européens, ils ont aux frontières de l'Europe de l'Est un conflit géostratégique de très long terme avec la Grande Russie. Donc, on ne peut pas avoir invoqué je dirais, les traités de temps de paix. Je ne dirais pas qu'on est en temps de guerre, mais on est en temps de conflictualité. Et en temps de conflictualité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des moyens. Et les États doivent avoir des moyens. Donc si les banques centrales... ce n'est pas vraiment le problème de la Fédérale Réserve, mais c'est le problème de la BCE. Si les banques centrales espèrent tuer dans l'œuf l'inflation et en même temps déstabiliser budgétairement les États qui sont confrontés, l'Union européenne, ce n'est pas uniquement les États, l'Union européenne est confrontée à un défi majeur à ses frontières, là, ça va donner lieu à des dissensions très profondes. Donc, je n'y crois pas. Vous ne croyez pas que les banques centrales iront au bout de leur lutte? Les banques centrales, à mon avis, dans les semaines qui viennent, vont lever le pied, en tout cas en Europe, et aux États-Unis, elles vont lever le pied, la Fed va lever le pied, parce que ce qu'elle est en train de faire, la réaction sur le dollar, depuis Jackson Hole, est une réaction qui est profondément déstabilisante. Alors la Fed veut dire... c'est désinflationniste, c'est parfait pour elle. Oui, mais c'est inflationniste pour le reste du monde, et c'est déstabilisant pour toutes les économies, pas uniquement l'économie européenne, pour les économies émergentes. Cavalier seul. C'est la stratégie Cavalier seul. Oui, mais ça ne va pas durer. Étienne et puis Sébastien. Soutenabilité de la dette. Inflation, gestion de l'inflation et dogme des 2% de cible, il y en a un qui doit abandonner. Et je pense également que le 2%, on peut s'asseoir dessus. D'accord. Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. En fait, on le dit sans le dire. Il faut regarder dans les chiffres. C'est encore une fois, gérer une normalisation de politique monétaire avec autant de dettes, et on voit les résultats tout de suite. Vous l'avez dit en introduction, yen, la Chine, le Japon, etc. Ça ne marche pas. Donc je pense que c'est le 2%, la variable d'ajustement, et on va donc vivre dans un environnement inflationniste, ou en tout cas où l'inflation est un peu supérieure à ce qu'on avait l'habitude de vivre. Mais quand on est en phase de restauration de sa crédibilité pour une banque centrale, c'est un peu trop tôt de le dire tout de suite. C'est impossible. Compliqué d'avoir le débat sur la cible d'inflation au moment où on fonde toute notre stratégie sur cette crédibilité à restaurer. C'est qu'elles le savaient, les banques centrales. Sinon, la Banque Centrale Européenne n'aurait pas fait son TPI en amont. Je pense qu'ils espéraient des bonnes nouvelles. Bon, va falloir espérer. C'est foutu. Sur la logique de cavalier seul versus la logique de bloc, c'est vrai qu'on a beaucoup dit ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a eu même un peu de schadenfreude sur le continent européen. On vous l'avait dit, regardez, nous en Europe, la logique de bloc nous protège, il ne fallait pas sortir. Quand on regarde un peu dans le détail, l'Allemagne met 200 milliards sur la table, 5 points de PIB. Qui suit? Qui peut suivre aujourd'hui
Et qu'est-ce que ça envoie comme signal aux partenaires européens? Visiblement, pas un très bon signal quand on écoute la réaction immédiate de Mario Draghi ou du commissaire européen Thierry Breton, qui ont dit on va être très vigilant sur ce que fait l'Allemagne, parce que c'est pas loin d'être très non coopératif dans le contexte actuel. Alors, tous ceux qui aident l'Europe à mieux s'en sortir jouent le jeu. C'est le bon jeu, c'est-à-dire... je suis assez d'accord sur la multiplicité de crises et de changements de monde. Je pense qu'on le sait, du géopolitique, la déglobalisation, peut-être une inflation plus élevée, le paradigme du policy mix, on est passé en une période courte du policy mix, tout politique monétaire, rien budgétaire, à tout monétaire, tout budgétaire, et maintenant... beaucoup de budgétaire et moins de monétaire. Donc, comment tout ça va jouer avec un monde, comme on le disait, avec beaucoup de dettes, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème en Europe parce qu'on est dans une crise qui est d'abord énergétique. Hein, c'est celle qui nous a mis en situation de faiblesse, mais pas que. Hein, parce qu'on veut, comme les autres, on a de l'inflation, en grande partie tiré par l'énergie, mais on constate aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Oui. Mais la nature est différente, mais la diffusion se est-ce propage. Que l'Allemagne devrait faire moins? Peut-être, il n'empêche que, c'est vrai, Draghi a raison, le risque pour l'Europe, c'est le même, c'est le dessin même de l'Europe qui est celui des pays très différents, des niveaux de dette différents, des situations macroéconomiques différentes, structurellement différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes partenaires, les mêmes débouchés dans le monde, les mêmes spécialisations en termes de produits ou de services fournis et pour leur économie et pour le reste du monde. Donc tout ça, on le sait. Donc, évidemment, il faut éviter la fragmentation. La BCE, avec ses petits instruments, peut faire un peu pour éviter la fragmentation. Donc, le mieux, mais on n'est pas prêt, on le sait, Grégoire, on n'est pas prêt à faire un nouveau budget européen, tous ensemble, pour qu'on distribue mieux et on soutient tout le monde. Maintenant, au total, pour l'Union européenne, on a à peu près 3 points de PIB de soutien pour tout le monde. Alors évidemment, on laisse de côté les Anglais, mais nous, on en met beaucoup. Les Allemands, encore davantage. Les Grecs, en mettent beaucoup. Les Irlandais, rien du tout. Est-ce que c'est une stratégie optimale? Non, c'est que l'Allemagne met 200 milliards pour elle, mais si la contrepartie de ça, c'est d'obliger la BCE à un moment d'activer un outil anti-fragmentation, qu'est-ce qu'on aura gagné? Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres méthodes. Et c'est vrai que Draghi a raison. Il faut qu'on essaye en amont de mutualiser les coûts. Ça sera beaucoup moins cher que d'être obligé de renflouer tel ou tel pays parce qu'il fait défaut, parce que les bons vigilantes arrivent et commencent à sanctionner tel pays parce que la soutenabilité de la dette n'est pas là. Donc, c'est vrai que ça serait mieux. Mais bon, je dirais qu'il faut faire face au monde tel qu'il est. C'est-à-dire que pour les banques centrales, je ne pense pas que ça soit des semaines, c'est pas possible, je dirais. Et est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois? C'est possible. C'est possible. Et voir, c'est ce que moi je pense. Je pense qu'au début 2023, on va s'arrêter de monter les taux et on va aller sûrement vite. Il y aura peut-être un peu de casse, voire on devra s'arrêter, faire des pauses parce que la stabilité financière est en danger. Et à quel niveau sera l'inflation à cet horizon, Sébastien? Et donc, c'est le sujet. Si l'inflation est encore à 6-7%, comment elles justifieront de s'arrêter? Mais le sujet est celui-là, c'est-à-dire combien il faut frapper la demande pour que l'inflation baisse. Et c'est à cette question, on ne connaît pas vraiment la réponse. Et la raison, c'est pas parce qu'on la connaît absolument pas. C'est que si on regarde le passé, c'est pas le bon cadre. Ah ouais. Et donc... Comment, aujourd'hui, on était surpris par, vous le disiez en introduction, les chiffres, les PMI, ces indicateurs sur l'activité. Donc, ça décline ici et là. Combien il faut frapper la demande pour que l'inflation revienne au bercail? Les marchés, on parlait de la science infuse des marchés, moi, je dirais qu'ils ne l'ont pas vraiment, parce qu'on ne serait pas là s'ils avaient vraiment cru à ce qui allait se passer. Aujourd'hui, il faut toujours être modeste en face des marchés, mais il n'empêche qu'ils sont beaucoup trompés. Aujourd'hui,
à 10 ans, Étienne me corrigera s'il fait confiance aux prévisions d'inflation du marché, aux États-Unis, le break-even, comme on dit, l'anticipation d'inflation est à 2,1%, c'est-à-dire la théorie que l'inflation plus élevée n'existe pas sur les marchés. Les banques centrales vont gagner, on va revenir à une inflation plus basse. Donc, et en Europe, on n'est pas loin de ça. Donc, encore une fois, tout ça va créer beaucoup de confusion. Et donc, au total, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'ils vont faire les marchés ? Les marchés ont déjà pricé beaucoup de choses. Peut-être pas les actions, parce qu'on est toujours avec des résultats qui vont être plus hauts. Au niveau obligataire, on se dit que peut-être on a pricé des choses qui font que investir avec une inflation qui va converger plus bas à un moment donné, investir sur des taux même à court à 4% aux États-Unis et ici sur certains pays déjà à 4% sur des taux plus... C'est pas bête pour essayer de se protéger. De compenser un peu quand même l'inflation. Mais je pense qu'il faut être patient et ça va être compliqué. Petite parenthèse autour du cas Crédit Suisse, Xavier. Bon, ça fait partie des usual suspects que tout le monde connaît dans le secteur financier, bancaire en Europe. L'histoire se répète pas, mais rime parfois. Qu'est-ce que la séquence... Parce qu'on a tout là. On a le CDS, le cours de bourse au plus bas, les yeux braqués, le week-end à passer à appeler les clients. C'est jamais bon signe. Oui, non, ça j'imagine bien que c'est pas bon signe, mais tout le monde a les yeux dessus. Donc, vous avez un établissement financier qui est multimétier, voire qui a des positions mondiales extrêmement puissantes. Et qui est en défaut de fonds propres avant même le début de la crise. Vous supposez bien que la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée. C'est un défaut de fonds propres. Il faut faire des augmentations de capital. Les conditions aujourd'hui ne sont absolument pas réunies et seront probablement pas réunies dans les prochaines semaines. Donc la seule chose qui vous reste, c'est de céder, de vendre, de couper, de tailler vraiment. Pour injecter du cash flow via les ventes ou de demander l'aide de l'État suisse, de la Banque centrale suisse. Voilà, c'est tout, on en est là. Mais je voudrais revenir sur un point. Tu as dit tout à l'heure que les banques centrales ne pourraient pas... Ça prendra plusieurs mois. La BOE, en 48 heures, a changé. Elle a changé parce que risque systémique. Moi, je regarde... Oui, mais elle va monter les taux le 3 novembre. Elle les montera peut-être de 100 points de base. Oui, attendons. Je te donne rendez-vous. J'attends. Moi, quand je regarde les données hebdomadaires de la Fédérale Réserve, je vois que la vitesse de circulation de la monnaie s'effondre. Donc, vous n'avez pas de processus inflationniste sans accélération de la circulation de la monnaie. Vous avez deux notions qui sont très intéressantes. Vous avez un effondrement de la circulation de la monnaie et vous avez un reverse repo, c'est-à-dire l'argent que remettent le système bancaire auprès de la Fédérale Réserve qui continue à croître et qui a cru depuis le 15 septembre de 300 milliards de dollars. On est à 2400 milliards de dollars. Plus de 15 points de PIB. Donc la Fédérale Réserve est en train de pomper trop de liquidités. Pour autant, il y a un excès de liquidité parce que la vitesse de circulation de la monnaie ralentit. Et la Fed dit que ces hausses de taux sont inconditionnelles. Moi, je ne boucle pas ce triptyque. Donc, il y a mal donne quelque part. Donc, il est possible que le reverse repo est en train de croître parce qu'il y a des problèmes de contrepartie qui sont en train d'apparaître. Il y a plus de confiance. Voilà, c'est ça. Une évaporation de la confiance. Mais c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce qu'on est à la veille d'un mini, je mets entre guillemets mini Lehman parce que ça c'est le. Mais ce qui s'est passé en Angleterre doit nous interroger sur les problématiques de contrepartie et les inductions que ça a. En 2018, décembre 2018, le marché monétaire américain et des treasuries se grippe totalement et impose le U-turn de la Fed qu'on a connu à l'époque en une semaine. Moi, je serais à la place des gouverneurs de la Fédérale Réserve. Je regarderais vraiment très précisément ce problème-là parce que je pense qu'il y a en train de se passer quelque chose d'intéressant du point de vue de la circulation du dollar, la circulation monétaire du dollar. Et donc, c'est ce qu'il faut suivre. Et quand on voit les mouvements de valorisation que ça induit, là, par autre chose, et puis j'en aurai fini, ce qu'a dit le SRB, European Systemic Risk Board, qui a fait son annonce le 22 septembre, donc avant ce qui allait se passer, qui a envoyé au fond c'est la BCE, le SB, et qui envoie un message de risque systémique à tous ses partenaires bancaires, en leur disant, messieurs, je vous liste, je ne vais pas faire la liste, je vous liste tous les risques, et préparez-vous à augmenter aux régulateurs, préparez-vous à
est dans une situation d'augmentation des coussins de fonds propres, alors que depuis Lehman Brothers, on n'arrête pas de dire que le système bancaire mondial, et en tout cas le système bancaire européen, est en configuration de fonds propres largement suffisant parce qu'il a répondu au risque, au stress test et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer et je pense que le problème c'est la liquidité, c'est la très grande difficulté qu'ont les banques centrales à piloter cette liquidité et à mon avis ça va provoquer des reverses dans les prochaines semaines. Étienne, bon, vos commentaires sur Crédit Suisse, encore une fois, est-ce qu'à partir du moment où tout le monde a les yeux dessus, c'est moins un sujet, c'est moins un problème? Forcément, ça fait écho à de mauvais souvenirs. Pas besoin de revenir à Lehman. 2016, c'était Deutsche Bank qui était à la place de Crédit Suisse et on parlait de la faillite possible de Deutsche Bank, qui n'a pas eu lieu. Alors là, c'est l'exemple contraire du bond vigilance, puisque c'est le marché action qui s'en est emparé. Et c'est vrai que... Et c'est vrai qu'une dilution dans ce type de marché, ça serait vraiment catastrophique pour les actionnaires. Donc je pense que c'est tout ça qui est en train de se dérouler. C'est vrai qu'aussi, moi je suis parfois un peu surpris, mais si mon banquier m'appelle le week-end... je pars en courant. Bon, bref, on est dans cette partie-là, et donc c'est probable que le Crédit Suisse s'en sorte parce que le régulateur est plutôt de très très bonne qualité, mais que ça soit assez pénible et douloureux. Sur la partie, non, mais très clair. Sur la partie investissement, là, pour rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, est-ce qu'effectivement on trouve dans vos marchés obligataires là, des phénomènes de capitulation et des niveaux de valorisation qui redonnent un peu quand même d'intérêt dans ces marchés? Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que vous avez des liquidités, vous cherchez à les investir sans prendre trop de coûts, sachant qu'il y a peut-être une récession qui se profile aux États-Unis dans X mois et une en Europe dans X semaines. Vous cherchez à battre l'inflation, je vais dire française, puisqu'elle est moins élevée qu'ailleurs. Vous pouvez trouver des rendements désormais qui vous permettent de le faire sur des crédits de qualité ou de raisonnable qualité à 1 an et demi, 2 ans. Très court. Très court. Donc, problématique de duration extrêmement encadrée, problématique de crédit relativement encadré. Ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que Crédit Suisse, on le met à part, c'est vraiment, je pense, un problème spécifique. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que si on regarde les excès, parce qu'on parle de récession, mais pour qu'il y ait une récession, faut qu'il y ait des excès qui soient purgés. Les excès, cette fois-ci, ne sont pas dans la sphère corporate, comme c'était le cas dans les années 2000. Vivendi, ce qui s'appelait France Télécom, enfin tous les télécoms à l'époque, etc. Elle n'est pas dans la sphère bancaire, je pense, comme en 2008, puisque la plupart des banques ont des fonds propres assez exceptionnellement élevés. On peut dire qu'elle est probablement au niveau des banques centrales et des États. Et donc, sur du très très court, même si la volatilité reste encore là, j'aime bien cette idée de pouvoir générer des rendements de 5, 6, 7 à 1 an et demi. D'accord. Après, il y aura peut-être quelque chose à jouer effectivement sur la duration aux États-Unis et en Europe. C'est une idée qui me séduit énormément. Je prendrai un tout petit peu le temps. Parce que je pense qu'il y aura un peu de confusion entre est-ce que c'est la stabilité financière, comme le rappelle Xavier, qui doit prédominer, ou est-ce que c'est toujours l'inconditionnalité de l'inflation avec le risque de récession derrière. Avec le risque de récession derrière. Donc je pense qu'il y aura un peu de confusion avant que je me laisse aller sur cette idée qui me plaît. Bon, sur la logique d'investissement, je pense que la première chose que dans l'incertitude, alors si c'est des semaines, on a intérêt à revenir s'il y a le pivot plutôt. Moi, j'y crois pas. D'abord parce que je ne crois pas que la vitesse de la monnaie est une variable que la Fed même regarde. Je pense que malheureusement, comme tu le sais, elle baisse vite. Et elle est restée faible. Oui, c'est-à-dire malgré tout ce qui s'est passé et l'inflation qu'on a eue. Donc la relation entre... je rappelle, j'avais demandé à Bernanke il y a de nombreuses années, quand la Fed a décidé de retirer M3 de son cadre, et l'Europe... Il a dit non, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'il m'avait répondu. C'était même une réunion, je ne sais pas si c'était là, Étienne nous avait posé la question. Et il n'était pas encore gouverneur, donc président de la Fed. Mais je pense que... aujourd'hui, le cadre de réflexion de la Fed est simple, est très très simple, et qui est je lutte contre l'inflation. Ouais. Il n'empêche que toutes les réunions de la Fed, toutes, commencent par une analyse de la situation financière. Et donc, ces risques financiers sont très présents. Et ils vont chercher même les petites poches où il y a des problèmes. Et c'est vrai qu'ils le voient. Ils voient ces tensions sur le marché monétaire. Ils voient ces mouvements
qui sont très risqués. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le niveau des réserves des banques est tel aux États-Unis, vu le niveau du bilan de la Fed, qu'on n'a pas atteint, ce qui a été l'erreur de la Fed, ce seuil. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on met de la liquidité, les banques augmentent le niveau de liquidité dont elles ont besoin pour opérer, si on veut le dire vite. Et donc, la Fed, la dernière fois, est arrivée trop bas et le truc a explosé. Cette fois-ci, ils feront très attention, ils l'ont dit d'ailleurs. Alors, est-ce que ça peut arriver très vite à quoi? On a à 60 milliards de treasuries par mois de vendus, de réduction de bilan. Non réinvestis, oui. Non réinvestis, je ne sais pas. Mais moi, je pense que le choc qu'on subit, comme l'a dit Xavier, il est multiforme, difficile à appréhender. Il y a des choses qu'on sait, et ces choses vont faire mal. Et c'est vrai que les equities vont plus souffrir encore que le marché n'a pas tout pricé. On voit voir souffrir quand même les résultats des boîtes. C'est pas possible qu'elles continuent à résister, que le marché ait raison là-dessus. Et en même temps, pour conclure, Xavier, en 45 secondes, si c'est possible, la séance du moment nous montre qu'il ne faut peut-être pas être trop short non plus d'action. Non, pour moi, il y a trop d'instabilité pour être short. C'est le paradoxe. C'est le pari cornélien qu'on ne peut pas faire à ce stade. Et non, il faut surtout pas, à mon avis, c'est un marché à ne surtout pas shorter. Là, c'est vraiment de porte de saloon. Pour moi, je croise vraiment quasi quotidiennement les valorisations. Pour l'instant, je n'ai jamais vu en plus de 30 ans de métier un tel écart entre ce que nous dit le consensus et ce que nous dit la valorisation du marché. Donc il y a toute une série 10 fois le PE forward des actions européennes. Et même quand on va très bas dans les cotes, dans les secteurs, etc., beaucoup plus fines, on a des valorisations qui sont des valorisations de distress profonde. Je dis, il y a des secteurs pour lesquels on a tiré un trait sur le futur. Oui, quasiment, c'est ça, exactement. On mettrait les sociétés en reneuf, d'une certaine façon, si ça n'a de sens que dans l'assurance. On les mettrait en reneuf, on les retirait de la cote, on gagnerait, j'allais dire en tant que prédateur financier, je mets le terme entre guillemets, énormément d'argent. Donc il y a un paradoxe, donc ça veut dire qu'il se passe des choses au niveau de la liquidité, et c'est des trucs à suivre. Mais ne surtout pas shorter à ce niveau-là. Peut-être pour plus tard, mais pas pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été des invités de Planète Marché ce soir. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Sébastien Paris-Horvitz, la Banque Postale Asset Management et Étienne Gorgeon, Sanso IS. C'était les invités de Planète Marché ce soir. Chaque lundi, en fin d'émission dans Smart Bourse le soir, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue cher Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque lundi, je le rappelle, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV, à retrouver en replay bien sûr sur bismart.fr, le quart d'heure américain. Pierre-Yves, revenons quand même, alors en d'autres temps ça aurait été quand même une annonce qui aurait suscité beaucoup de commentaires. Elle a suscité beaucoup de commentaires, mais c'est vrai que dans l'ambiance actuelle et la multiplicité des risques, ça vaut le coup peut-être de revenir sur ce qu'a nous a dit Meta la semaine dernière, Pierre-Yves, l'ancien Facebook, bien sûr dirigé par Mark Zuckerberg, qui traverse une forme d'hiver aujourd'hui. Que retenir des annonces et que se passe-t-il chez Meta, Pierre-Yves? On se le demande, Grégoire, on se le demande. Et cette société qui était le F de GAFA, qui nous était présentée en particulier par les autorités politiques en Europe et aux États-Unis comme la grande société méchante à laquelle il ne pouvait rien arriver et qui allait nous dévorer tous, a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année. Le Nasdaq a perdu 27%. Je viens de vérifier avec Snap, qui est un autre réseau social qui a des difficultés. Snap a perdu 37% depuis le début de l'année. La valorisation de Facebook est celle d'une société qui n'est plus une société de croissance, et pour cause, en Amérique du Nord, le nombre d'utilisateurs des plateformes, des diverses plateformes de Meta Platforms, n'augmente plus, voire recule légèrement. Ce qui reste de croissance dans le nombre d'utilisateurs provient de l'étranger. Et dans ce contexte, qui est un triste contexte que l'on connaît déjà depuis plusieurs trimestres, la semaine dernière, Mark Zuckerberg, qui contrôle plus de 50% des droits de vote, c'est-à-dire qu'il peut faire absolument ce qu'il veut dans cette société, annonce qu'il va y avoir des réductions d'effectifs chez Facebook, que la période est au serment de ceinture,
que ces baisses d'effectifs vont également intervenir dans le cadre de restructuration. On savait déjà que la croissance s'évanouissait, mais voir Mark Zuckerberg l'annoncer maintenant, avant la publication des résultats trimestriels, laisse à penser qu'il sait des choses sur le recul du chiffre d'affaires de l'entreprise, probablement. La plus mauvaise année que Facebook, Meta Platforms, avait connue, c'était en 2020. Ils n'avaient augmenté leur chiffre d'affaires que de 20%. Donc maintenant que l'on anticipe un recul du chiffre d'affaires, ça donne une idée de ce profond malaise que traverse cette société qui intervient au moment où d'autres applications sont plus populaires auprès des jeunes, en particulier TikTok, et Facebook n'arrive pas, avec son produit Reels, n'arrive pas à dupliquer et à monétiser TikTok auprès des publicitaires. Et je dirais, le contexte politique est encore plus mauvais, puisqu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Facebook a changé de nom, c'est que cette société qui, pendant des années, a représenté tout ce qui pouvait être merveilleux dans la société du réseau, est devenue maintenant une sorte de paria, une société qui est citée par tous les politiques américains, côté républicain comme le côté démocrate, comme une société dangereuse pour les jeunes, dangereuse pour la démocratie. Et ce changement complet de visage, ce changement complet de modèle, où l'on va passer du network au métaverse, cette espèce d'univers virtuel dans lequel se plonge M. Zuckerberg, est un univers qu'on ne comprend pas très bien et que les actionnaires, pour le moment, ne comprennent pas bien et pour lequel ils n'accordent pas véritablement de valorisation pour Meta Platforms. C'est donc un gros problème pour cette société qui a été un géant de la cote. Souvenez-vous, en septembre 2021, elle passait 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Je viens de vérifier, on est en dessous de 400 milliards maintenant. Effectivement, hein, c'est un changement d'époque pour Meta, avec une nécessaire réinvention du modèle économique qui fait que pour l'instant, il y a l'idée quand même d'une crise de confiance entre le marché et Meta et sa croissance potentielle pour l'avenir. Du côté des autorités monétaires, Pierre-Yves, et on en a discuté longuement avec nos invités juste avant, la montée des risques sur la stabilité financière, la montée des risques systémiques, comment est-ce que tout ça est perçu par la Réserve fédérale américaine et comment est-ce que cela peut influencer peut-être demain sa fonction de réaction ? On ne parle pas beaucoup de risques systémiques, mais il est clair qu'on y réfléchit beaucoup. Quand je dis qu'on n'en parle pas, c'est qu'on n'en parle pas publiquement. Une telle envolée du dollar, compte tenu de ce qu'on sait des effets de levier, des paris que prennent des fonds spéculatifs, ne peut pas, surtout qu'elle a été très rapide, être sans effet sur les positions d'un certain nombre d'intervenants importants sur le marché. Je suis frappé, moi, par le commentaire que font quelques personnes qui ont quand même beaucoup de crédibilité, parce qu'il y a plus d'1 an, ils ont mis en garde la Réserve fédérale sur le danger de sa politique trop laxiste, et que de voir ces gens aujourd'hui faire l'inverse est assez frappant. Je pense à Mohamed El-Erian de Alliance, je pense à Eddie Ardeni, qui est une personnalité très respectée à Wall Street, et même Paul Krugman, l'éditorialiste prix Nobel d'économie du New York Times, sont en train de nous dire attention à la Fed, là, vous allez très très vite, vous êtes en train de tout casser. Bien évidemment, le danger inflationniste est important, bien évidemment c'est votre priorité, mais à vouloir en faire trop vite, on risque de casser les choses. Ce discours avait un petit coup dans le nez vendredi quand sont tombés les chiffres de l'inflation sous-jacente avec l'indice des prix des dépenses personnelles des Américains. En revanche, ce matin, avec cette publication de l'indice ISM qui nous montre que l'activité manufacturière aux États-Unis ralentit sérieusement au mois de septembre, peut-être effectivement que la Fed va devoir réfléchir et modérer un petit peu son zèle à vouloir relever les taux. 75 points de base vraisemblablement début novembre, mais ensuite il va falloir peut-être marquer le pas. 1er et 2 novembre pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. On sera d'ailleurs à quelques jours du premier tour des élections, des élections de mi-mandat tout court. Pierre, quels vont être les thèmes qui vont mobiliser le camp républicain pour ces élections de mi-term ? Alors, depuis quelques semaines, je dirais il y a eu 3 phases dans cette campagne. Les républicains étaient très sûrs d'eux au mois de juin.
parce que l'impopularité de Joe Biden et l'énormité de l'inflation traumatisaient les Américains. Et les Américains étaient très fâchés, avaient vraiment l'intention de voter pour tous les républicains qui se présenteraient. Et ça c'est catastrophique pour les démocrates. Au cours de l'été, la tendance s'est un petit peu redressée pour les démocrates, en particulier en raison de la décision de la Cour suprême de renvoyer au niveau des États l'autorisation ou non de pratique de l'avortement. Cela a mobilisé la base démocrate et l'avortement et la défense du droit à l'avortement est un thème qui a considérablement aidé les démocrates à redresser la barre. Autre thème important qui facilite la tâche aux démocrates, c'est que si l'inflation ne donne pas l'impression de baisser, le prix de l'essence a considérablement baissé. Et ça, c'est une chose importante pour le moral des Américains. Néanmoins, il y a des thèmes plus lourds qui continuent de favoriser les républicains, en particulier la criminalité, l'immigration, nous en avions parlé la semaine dernière. La criminalité est quelque chose, et la délinquance en général est quelque chose, tous les sondages le montrent, qui préoccupe beaucoup les Américains, bien plus d'ailleurs que l'avortement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis maintenant une dizaine de jours, semble-t-il, les républicains qui avaient perdu de l'élan au cours du mois d'août sont en train de redresser la barre. On voit que, si l'on en croit les sondages en tout cas, pour les sénatoriales de Pennsylvanie, l'écart s'est considérablement rétréci entre M. Ryan, le démocrate, et M. Oz. Tout ça pour un siège ouvert au Sénat. En ce qui concerne le Wisconsin, qui est une autre course pour la sénatoriale suivie de très près, M. Johnson, le républicain, a l'air bien mieux parti qu'il ne l'était il y a encore une quinzaine de jours. Donc l'inflation reste un problème, la criminalité, le contrôle des frontières sont des thèmes qui manifestement favorisent les républicains qui ont présenté un projet qui propose en particulier le recrutement de 200 000 policiers. C'est un petit peu trompeur parce que l'État fédéral n'a pas le pouvoir d'embaucher des policiers pour les États. Tout ce que peut faire l'État fédéral, c'est fournir des incitations pour que les États et les collectivités locales, les municipalités, puissent embaucher des agents pour contrôler l'ordre, qui est l'ordre et la loi, law and order, le vieux thème qui mobilise les républicains. Merci beaucoup Pierre-Yves. Les élections demi-mandat aux États-Unis début novembre dans le sillage de la réunion prochaine de la Réserve fédérale américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver en replay dans le quart d'heure américain sur notre plateforme bismart.fr. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.